Bon, bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis le cofondateur du Bahut et l'idée c'est de vous présenter un peu nos promos sur l'année 2024, les grandes dates, le calendrier, le programme de formation et répondre à toutes vos questions. L'équipe à Lyon, Rachel est la directrice de l'école. On va lancer un deuxième sujet de formation en mai prochain, donc elle prend du recul au niveau opérationnel afin de s'occuper des programmes, de l'accompagnement aussi de nos diverses structures, parce qu'on a ouvert sous forme de franchise un peu à Paris et à Nantes. Ça, c'est pas encore très officiel, mais bon, ce sera bientôt officiel. Jules, qui est notre super formateur, fil rouge et expert outils. Et pour cette promo 8, c'est Léna et Aurélien, consultants chez Sido, tous les deux, depuis 10 ans pour Aurélien et 7 ans pour Léna, je crois, qui vont être en charge de la promo. Léna plutôt sur la partie coordination du programme et Aurélien en tant que référent pédagogique et qui est aussi qui intervient pas mal pendant la formation. Voilà pour vous présenter l'équipe. Et nos prochaines promos. Donc on a démarré la promo 7 à Lyon en septembre, la promo 2 à Paris en octobre, et on lance notre promo 8 en février 2024, donc le 19 février 2024 précisément à Lyon. Ça n'empêche que c'est pas parce qu'on est à Lyon qu'on n'attire pas des étudiants d'un peu partout en France, hein. Sur la promo actuelle, on a un Nantais, une Montpelliéraine, un Strasbourgeois, un Parisien, un Lillois. Voilà, c'est du présentiel, certes, mais on a un calendrier qui fait que les gens peuvent venir d'ailleurs et participer à la promo sans être absent pour l'entreprise pour autant. On lancera une promo à Paris en avril-mai 2024 et donc à Nantes en septembre 2024, mais c'est encore un peu confidentiel. Voilà pour les prochaines grandes dates. Et donc, même si vous n'avez pas quelqu'un en février, ça peut être sur la prochaine promo aussi. À quel métier on forme? Et ça, c'est souvent une question qu'on nous pose. La vraie difficulté, c'est que c'est un métier très très jeune. Donc, nous avons plein de métiers possibles et plein de dénominations pour parfois la même chose. Alors, ça peut être aussi bien responsable d'ingénierie pédagogique que learning designer ou digital learning designer, concepteur pédagogique multimédia, qui est un peu le synonyme de digital learning designer. On a aussi certains qui sont un peu plus concentrés sur la partie LMS, plateforme numérique d'apprentissage, Learning Management System, pour la configuration, la maintenance, s'assurer que les apprenants sont bien dessus, qui complètent bien leurs e-learning, d'animer un peu la communauté. On va aussi avoir des spécialistes de classe virtuelle, des intégrateurs Storyline, des consultants pédagogiques qui font tout de la relation client à la réalisation des livrables. On a aussi des responsables innovation pour la formation. Dans beaucoup d'organismes de formation ou de grandes écoles, c'est un peu le cas. Et leur rôle, ça va plutôt être de former les experts, les enseignants à savoir créer leur propre contenu. On va avoir des responsables de formation numérique qui gèrent aussi bien le LMS que l'équipe qui crée les contenus, ou aussi un peu plus experts en IA et pédagogie ou réalité virtuelle et pédagogie. C'est un peu tout ça, d'où on regroupe tout ça sous le nom de Digital Learning Manager. Attention, manager, ça ne veut pas dire nécessairement management d'équipe, c'est plutôt chef de projet en digital learning, et qui englobe un peu tout ce qu'on a vu juste avant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, au Bahut? On se donne 13 semaines pour les rendre très opérationnels et être capable de concevoir et réaliser un dispositif de formation multimodal de A à Z, avec plein d'outils, plein de contenus, et en ayant tous les bons codes. À savoir piloter des projets de formation hybrides, super important parce que ils vont être formés à créer un programme pédagogique pour du présentiel, un scénario pédagogique très détaillé pour du présentiel, du distanciel synchrone, donc de la classe virtuelle, ou du distanciel asynchrone, ce qu'on appelle plus communément l'e-learning. Et aussi, bah, pendant la formation, ils vont devoir tester plein d'outils et réaliser des cas pratiques sur de nombreux outils. Je vous donnerai une petite liste non exhaustive juste après, mais ils vont être capables d'expliquer l'avantage ou l'intérêt d'un Geniali, ou plutôt d'un Storyline, ou encore d'un Canva. Ils vont voir du Cumulus, du Viand, du Teach on Mars, du Biddies et plein d'autres. Ils vont aussi voir plusieurs types de LMS, de l'open source, du LMS éditeur, comme 300 Learning, comme RiseUp, comme Didas, comme Dokeos. Dokeos qui va être spécialisé notamment sur des PME et des entreprises qui ont des enjeux
RGPD très fort, parce que je crois que c'est un des seuls à avoir une classification pour la santé. 360 Learning qui est spécialisé sur les grosses structures avec des sujets d'administration complexes. RiseUp qui est un peu de challenger et qui propose une expérience d'apprentissage assez sympa. Didask qui est le petit nouveau qui va très très vite parce que très joli, très intéressant, qui pousse l'apprentissage par l'erreur notamment. Et Moodle qui est le mastodonte très utilisé dans le monde de l'éducation, qui est open source, mais qui peut être très intéressant à partir du moment où il est bien configuré. Pendant la formation du bahut, il travaille tout le temps sur des projets, et des vrais projets. On a des partenariats avec plusieurs associations pour leur créer des e-learning gratuitement, donc soit des modules, soit des vidéos, soit analyser ce qu'ils ont déjà fait pour leur faire des recommandations pour améliorer l'expérience d'apprentissage. Et tout ça avec des contraintes d'outils à utiliser. Ils ont aussi un cas pratique où ils doivent réaliser une expérience gamifiée avec Storyline à partir d'un contenu de cours assez traditionnel. Donc chaque semaine, ils doivent produire des choses. C'est un sacré challenge pour eux, c'est un peu stressant, les délais sont courts à chaque fois, mais l'idée c'est qu'à la fin, ils aient un vrai portfolio et qu'ils sachent vraiment les forces et faiblesses de chacun des outils qu'ils ont pu tester, qu'ils puissent vous aussi vous aider à choisir et identifier les meilleures solutions à mettre en place, à remplacer ou à ajouter à ce que vous avez déjà. Et les 3 dernières semaines de formation sont consacrées à la réalisation de ce qu'on appelle le cas pratique final, qui est un dispositif de formation hybride ou asynchrone pour l'employeur, donc pour vous, et ils sont accompagnés par les SIDO pendant toute cette production. Et c'est ça qui est présente au jury final. Et je vous ai mis une liste non exhaustive de logiciels qui vont voir au bahut. On essaie de mettre le site à jour régulièrement à ce sujet-là. On leur donne des accès à quasiment tous ces logiciels pour qu'ils puissent vraiment mettre les mains dedans. Il y en a certains sur lesquels on passe plus de temps que d'autres, mais ils vont voir potentiellement un peu du SIDAT aussi. Ils vont voir du Digiformat, qui est le logiciel nous, de gestion de l'information qu'on utilise, mais qui est aussi un LMS. Ils peuvent voir du GameLearn pour la création de jeux, comme du OpenDo pour tout ce qui est rendre la classe virtuelle plus dynamique, plus interactive, du Kahoot et du WooClap aussi. Du Teach on Mars pour le mobile learning comme du BD. Enfin voilà, c'est assez large et, ça évolue en fonction de vous. En fonction des logiciels que vous utilisez, nous, on va aller contacter les éditeurs pour demander des accès gratuits pour nos étudiants, pour que nos étudiants puissent monter vraiment en compétences sur les logiciels que vous utilisez, vous, employeur. Je vous montre 3 exemples de réalisation de nos étudiants. Là, c'est Rémi, promo 3, qui était ingénieur à la base et qui était devenu prof après, qui avait pris une pause parentalité et qui voulait pas repartir dans l'enseignement, qui trouvait ça un peu frustrant en termes d'innovation et qui voulait se former du coup à la conception pédagogique multimédia. Et là, c'était le cas pratique vidéo sur PowerPoint. Donc il a animé un PowerPoint, enregistré sa voix off, réalisé ses propres dessins. Et c'était Yuri Min, qui est des arts pour l'instant, bientôt docteur, parce qu'il dépose sa thèse prochainement, qui expliquait un peu toute la méthodologie de thèse, comment ça marche pour choisir un sujet, quelles sont les recherches qu'on va faire dedans et quel est l'intérêt. Je vous montre un petit extrait pour montrer ce que ça peut donner en vidéo d'1 minute 30, une vidéo faite avec PowerPoint. Préparer une thèse. Le premier pas professionnel dans la vie de chercheur, c'est de réaliser une thèse. Pendant 3 ans, on travaille sur une problématique. Par exemple, est-ce que la consommation de chocolat influe sur la mémoire? Après avoir fait le tour des connaissances sur le sujet dans un état de l'art, on formule des hypothèses. Le chocolat augmente la mémoire à court terme. Dans un second temps, on va chercher à valider cette hypothèse en réalisant un protocole expérimental basé sur la méthode scientifique. Concrètement, on va mettre en place une ou des expériences. Pour cela, on va définir les paramètres. Je vous coupe, vous avez compris l'essentiel, elle fait 2 minutes 15, ça a été réalisé en 48 heures, c'est lui qui a fait tout le dessin, la voix off et tout, et à la fin, toujours à l'acido, ça se termine par un schéma final qui reprend tout ce qui a été présenté. Il vient sans compétences graphiques, moi je trouve ça très propre, très quali, et surtout dans le temps imparti, c'est vraiment cool. De toute façon, vous aurez le support après si vous voulez la regarder et la partager. Autre exemple que je trouve dingue aussi, c'est Benjamin, promo 3 aussi, qui était lui
manager d'une équipe de réparateurs de store. Store, je parle bien des parasols là, de maison. Et là, c'était dans le cas de Storyline, faire une expérience gamifiée pour apprendre aux serveurs du CFA de la gastronomie à choisir les bons verres en fonction des commandes. Et franchement, ce qu'il a produit, c'est dingue. Alors lui, pareil, pas de compétences graphiques, il a trouvé des banques d'images de partout, et il a créé un jeu que je trouve très fun, et que je vous recommande de tester pour savoir quel verre choisir en fonction de la commande. Donc là, comme on arrive là, faut choisir du coup le bon verre à mettre sur le plateau, et si vous trouvez la bonne réponse, comme là pour la bière blonde, c'est la chope, vous touchez des tips. Et on va en faire juste un ensemble. Si vous n'avez pas trop de bruit derrière vous, je veux bien que vous rouvriez le micro juste pour me donner la réponse. Parce que du coup, il y a une première question qui arrive. Et le temps est limité. Alors, on commence. Quel verre faut-il prendre pour... Ça, c'est le nom des verres. On s'en fiche. Pour un verre de vin rouge. Je vous laisse ouvrir votre micro et me dire lequel c'est le verre de vin rouge. Mathilde. Ouais, j'allais dire le premier en haut à gauche, mais je suis pas sûre, j'ai un doute avec le troisième. Bien joué. Une coupe de champagne. Vas-y, Mathilde, encore, hein. Bon, Ça va bien ça c'est le parti. deuxième. Lequel, Et- celui-là? Ouais, il me semble. Ah ah, eh ben non. Ah, C'est possible, mais c'est une flûte à champagne. La coupe, c'est ça. Et dans laquelle tu peux servir du champagne, du crémant, de la blanquette, de la clairette et du kir. Et un Ricard maintenant. Mathilde, toujours. c'est le deuxième rang, le dernier à droite, je crois. Deuxième rang, le dernier à droite, celui-là, là, Ouais, je crois, mais je suis pas sûre. c'est le Eh verre non, à alcool fort. Le... C'est celui-là, je ne savais pas non plus, hein. J'ai fait le jeu la première fois, j'ai non, appris mais c'est plein de choses. intéressant. Et je trouve ça, moi, très fun comme façon de faire. Du coup, ça devient de plus en plus dur, de plus en plus rapide. Et l'idée, c'est comme tu as toujours un débriefing après chaque verre, bah, tu les apprends en fait, en faisant. Donc pour moi, expérience super réussie de la part de Benjamin. Et aujourd'hui, non, Benjamin, lui, il est learning designer chez Skillsday, une agence de conseil en pédagogie où il gère de la relation client jusqu'à la réalisation des livrables. Et Rémi, lui, est chez Learn Assembly, il est consultant en formation. Et il aide des OF à digitaliser leur formation et à mettre en place des stratégies efficaces. Pour vous donner quelques idées de ce qu'ils font. Ça, je vous laisserai le support et regarder la vidéo. C'est l'exemple de ce qu'ils réalisent à la fin de 5 semaines au bahut. C'est un e-learning complet pour l'association C'est vrai ça qui lutte contre la désinformation sur LinkedIn et qui vous pousse à réfléchir à est-ce que cette citation est vraie ou pas? Est-ce que cette image est réelle ou pas? Et l'e-learning est vraiment bien fait et j'en montre un petit exemple dans cette vidéo. Très important aussi à l'école, moyenne d'âge entre 32 et 36 ans sur chacune des promos. Ils ont tous 10 ans d'expérience avant de venir au bahut. Et l'apprentissage entre pairs est très fort, c'est vraiment une des constantes, parce qu'ils viennent tous avec des expériences. Ils viennent, là sur la dernière promo, 25% étaient des enseignants, éducation nationale, 25% travaillent dans le monde du web, design web ou développeur web, 25 autres pourcents dans le monde de la com, du marketing, de l'événementiel. Et enfin, dernier quart, on a par exemple une gérante de station-service, donc très divers, mais tous viennent avec un background super intéressant, sachant que nous, on va les recruter sur 3 prérequis, et on est assez exigeant parce qu'on reçoit une centaine de candidatures par promo, et on n'en présélectionne que 30 à 35 qu'on vous présente, et il n'y a que 25 maximum qui démarreront. Les 3 prérequis sur lesquels on les recrute, c'est un, les capacités rédactionnelles, savoir écrire des phrases qui veulent dire quelque chose, qu'on comprend, qui ont du sens, et sans faute, sachant que on en accepte un tout petit peu de faute, mais pendant le bahut, on leur impose de passer le projet Voltaire et de terminer avec une note de 700 sur 1000, qui est un niveau rédacteur-correcteur. On cherche aussi leur curiosité, être capable de s'intéresser à tout et n'importe quoi, parce qu'on peut avoir des concepteurs pédagogiques qui vont former à la couverture de toit. On a déjà eu le cas, et j'ai trouvé passionnant de découvrir les différentes formes de tuiles, de formes de toit, et de pourquoi
ils n'ont pas la même forme quand il y a de la neige ou pas. Enfin, ça peut être génial, mais il faut aimer ça. Être capable de s'ouvrir à des sujets qui ne sont pas toujours dans son monde d'expertise. Parce que c'est autre chose de très important au bahut, c'est qu'on leur apprend à être des experts de la transmission. Savoir transmettre un sujet à un public déterminé, et les faire passer d'un niveau A à un niveau B. Par contre, on ne leur demande pas d'être expert de ce sujet avant, voire il vaut mieux ne pas être expert du sujet, de toujours travailler avec un expert extérieur, parce que si on est expert, on ne sait pas toujours réexpliquer les choses, on a parfois des raccourcis, et c'est pas toujours évident de prendre du recul par rapport à sa propre expertise. Donc vraiment, ce qu'on forme, c'est des concepteurs PEDA, pas des concepteurs PEDA spécialisés en santé, en couverture de toit ou en train d'atterrissage d'avion. Donc curiosité, troisième chose, agilité numérique. On a quelques tests, quelques questions qu'on leur pose pour voir si ils sont à l'aise avec le fait de faire des recherches, ils sont à l'aise avec les outils informatiques en général, parce que la formation du bahut est très exigeante, va très vite, et clairement, s'ils ne savent pas mettre leur caméra sur Zoom, ça va être compliqué, parce que c'est des bases sur lesquelles on ne reviendra pas. Euh, on les met dans une situation aussi d'être capable d'être critique par rapport à ce qu'ils vont voir au bahut, par rapport à ce qu'ils apprennent, et surtout, on les intègre dans une communauté de Digital Learning Manager qui compte 800 personnes sur Discord, qui est très active, parce que s'ils ont des questions techniques, très techniques, là sur Storyline, il y en avait un qui dernièrement demandait comment mettre une conditionnalité par la langue et la réussite d'un slide, et que ça amenait à autre chose que le parcours normal, et qu'il a du coup créé un bout de JavaScript avec ChatGPT pour que ça marche. Et il se faisait aider parce qu'il y a un truc qui ne marchait pas et la communauté l'a beaucoup aidé. Voilà, c'est pour vous dire, enfin, une communauté très forte, très active et qui les aidera dans leur job par la suite. En pratique, à quoi ça ressemble notre formation? Très important pour nous, il y a 5 semaines initiales à l'école où ils voient les bases de l'ingénierie pédagogique, la création de contenu qu'on va appeler simple, avec du Geniali Canva et un peu de storyline, les LMS, comment on implémente une formation sur un LMS, et à la fin de ces 5 semaines, ils doivent créer un module de formation pour une association. Donc, je vous l'ai montré, ils ont travaillé pour l'association C'est vrai ça, mais ils ont aussi travaillé pour l'association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies. L'objectif était de donner des clés aux parents pour comprendre la maladie et comprendre les impacts sur la maison et sur le quotidien. On a travaillé pour une association qui lutte contre les violences dans le milieu du sport, pour le club de foot de la Duchère, qui est le premier club de foot en France à mission. On a travaillé dernièrement pour une association qui fait de l'OSINT, Open Source Intelligence, donc c'est ceux qui vont notamment lutter contre la pédopornographie et qui vont identifier d'où viennent certaines images pour retrouver les auteurs de certains crimes. Et cet e-learning va être utilisé par les gendarmes pour se former à ce métier-là. Enfin, voilà, on travaille sur des vrais cas pratiques à chaque fois, et c'est nos étudiants qui vont créer des bouts d'e-learning pour qu'ils arrivent chez vous en sachant faire. Et ça, c'est super important parce que parfois, dans vos structures, il n'y a pas toujours les équipes pour les accompagner, parce que c'est un métier récent, parce que c'est pas toujours structuré, et on le sait. Et donc, on veut qu'ils soient à l'aise et qu'ils soient tout de suite capables de produire. Et ensuite, c'est 8 cycles de 5 semaines en entreprise, une semaine en formation, après ces 5 premières semaines en école. Pendant les 5 semaines d'entreprise, il n'y a rien à faire pour l'école, ils sont 100% dispo pour vous. Pendant la semaine où ils reviennent chez nous, on vous demande de les oublier parce qu'ils vont partir sur de nouveaux cas pratiques, en vidéo, en storyline, en intelligence artificielle et autres. Et ils vont en prendre plein la tête, ils ne sont pas très dispo pour vous. Les 3 dernières semaines de formation sont consacrées à la réalisation de ce cas pratique final pour vous. Donc là, ils doivent créer une formation hybride ou full asynchrone, donc complètement à distance et sans présent, enfin sans live, sur un sujet où on se met d'accord, vous, eux et nous, pour que ça colle avec nos attentes. Et ils ont 3 semaines pour produire les contenus, et c'est ça qu'ils présentent au jury pour être diplômés. Je vous ai mis en dessous le calendrier détaillé de la formation, pour que vous voyez à peu près les dates qu'on a prévues. Alors ça peut encore un peu bouger en fonction des retours divers et variés, mais dans l'idée, de toute façon, dans tous les cas, c'est sûr que ça commence le 19 février et que ça se termine le 18 février 2025. Et après, il y a quelques semaines qui peuvent bouger, mais normalement, c'est à peu près calé. Pour info, 2 choses importantes en termes de titres. Pour l'instant, sur nos 7 premières promos, la formation n'était pas diplômante. Dans l'idée, la 8e ne sera toujours pas diplômante. On redépose notre demande de titre à France Compétences la fin décembre. Ça reste un parcours du combattant, c'est très complexe. Ils ont des exigences très fortes. On est accompagné, très bien accompagné, et notre auditrice qui avait refusé notre premier dossier nous a proposé aussi de nous aider. Donc on va donner toutes les chances de notre côté, mais si on l'a, ce titre, de toute façon, c'est que dans 9 mois, donc en septembre 2024. Pour autant, on a fait une demande d'agrément pour un titre du ministère du Travail
pour pouvoir proposer du contrat d'apprentissage pour certaines structures qui n'ont pas le choix, parce qu'elles n'ont pas d'OPCO notamment, tout ce qui est structure publique ou parapublique. Attention, donc dans le formulaire que je vais vous renvoyer à la fin, vous pouvez dire que vous ne voulez que du contrat d'apprentissage. Néanmoins, on a très peu de candidats de moins de 30 ans. Je lui dis que la moyenne d'âge au bahut, c'est entre 32 et 36. Là, j'ai regardé dans le fichier sur les premiers candidats, on en a environ 20% qui ont moins de 30 ans. Donc, comme on va en présélectionner 30, on n'a que 6 candidats qui ont moins de 30 ans. Donc, le choix est beaucoup plus limité. Voilà, c'est juste pour vous donner cette info-là. Euh, Dites-le nous si c'est vraiment indispensable chez vous que ce soit un contrat d'apprentissage, qu'on sera capable de le monter, même si c'est un peu complexe. Qu'est-ce qu'ils vont voir dans le détail au bahut? Je vous l'ai déjà un peu raconté, mais dans l'idée, la première semaine, c'est quoi la réalité du métier du DLM, de Digital Learning Manager? C'est quoi le digital learning, l'ingénierie pédagogique? Comment on apprend? Comment on formule des objectifs pédagogiques? Comment on crée un scénario pédagogique? Ensuite, on rentre dans les outils, dans les LMS, et ils ont un premier cas pratique qui est d'analyser un e-learning pour faire un cahier de recommandations, qui est pareil, sont toujours sur des vrais e-learning, et on envoie les cahiers de reco aux entreprises, aux associations qui nous ont demandé de tester leurs e-learning. On voit ensuite un peu de graphisme, donc création graphique et de bonnes pratiques en termes du UX, et ils vont là maintenant travailler sur une plateforme LMS pour en voir les forces et faiblesses. On a 5 partenaires principaux qui sont Moodle, RiseUp, Dokeos, 360 Learning et Didask. Mais en fonction de vos retours aussi, on peut en voir d'autres, en présenter d'autres. Mais c'est les 5 les plus utilisés par les employeurs depuis le début et suffisamment différentes pour qu'elles soient très intéressantes à regarder, mais en même temps, à partir du moment où on est entré dans une, la logique des LMS est un peu toujours la même. Ils sont capables de partir sur du Cornerstone, du Talentsoft, du Teach Easy ou du Kajabi, si c'est ça que vous avez au quotidien. Bon, il y en a plus de 1200 des plateformes LMS, donc je ne les ai pas toutes citées, évidemment. Ils vont apprendre du coup à créer du contenu en rédigeant des textes pédagogiques, en créant des quiz qui évaluent vraiment, notamment, et ils vont donc réaliser cet e-learning à la fin des 5 semaines. Passer ces 5 semaines, ils vont 5 semaines chez vous, et moi je fais un point avec vous à la fin de ces 5 semaines pour voir si tout va bien et s'il n'y a pas des sujets sur lesquels ils ont besoin de monter plus vite en compétences, ce qui fait on peut faire bouger un peu la suite du niveau 2 pour les renforcer sur certains aspects ou développer des nouveaux aspects qu'ils n'ont pas eu le temps de voir. Mais derrière, ils vont revenir sur du storyline, faire de la classe virtuelle aussi pour savoir comment ça se met en place, comment ça se programme au niveau pédagogique. Ils vont voir le mobile learning, les avantages, comment ça se crée, comment on fait du quick learning, enfin du CG plus court du coup sur téléphone notamment. Ils vont aussi travailler sur la vidéo, ils vont aussi revenir sur l'IA et comment ça peut nous aider à créer des contenus graphiques ou textuels plus rapidement, comment ça peut permettre de créer des expériences d'apprentissage avec des assistants virtuels sous forme de chatbots qu'on aura bien configurés pour que ça réponde aux questions des étudiants. Enfin, voilà. Ils vont voir plein de choses et d'autres outils comme Sphere pour faire de la réalité virtuelle ou l'immersive learning et d'autres. Et enfin, ce cas pratique final dont je vous ai parlé. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le programme et sur ce que je viens de vous présenter? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Non, c'est plutôt clair. Enfin, moi, j'aurais peut-être des questions, mais peut-être plus spécifiques, parce qu'on typiquement, on a certains outils qui existent. On utilise déjà des plateformes de quick learning ou des choses comme ça pour nos apprenants, Super, de voir un peu, tu vois, comment ça peut s'interfacer. cool. Euh, C'est quoi les noms du coup que vous utilisez déjà? Bah, on utilise Frelo, par exemple. Très bien. Alors, sauf que Frelo, je suis pas sûr que tu puisses mettre Il ton propre f- contenu dessus. C'est eux Non, qui diffusent leur propre contenu. c'est ça. Tout C'est à pour fait. ça que je me pose la question un peu. J'imagine que ça peut être scormé et que tu dois pouvoir l'importer dans un autre LMS, après à voir si c'est grave de leur proposer une expérience dans Frelo, puis dans autre chose pour la suite. Ou Parce pour que, les autres modules. ou pour les autres modules, tout à fait. Mm. Parce que Frelo, c'est notamment spécialisé dans les français langue étrangère, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ce sont des Lyonnais en plus, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. On les connaît bien, ouais. Donc oui, normalement, ça va pouvoir s'interfacer dans une plateforme qui se met au-dessus, ou après, bah, tu crées dans autre chose, dans un Parcours si tu veux du gratuit, et dans du Moodle si tu veux de l'open source. Mais tout ça, nos étudiants seront capables de te guider ou de t'aider à choisir des bonnes plateformes par rapport à vos besoins.
Euh, Comment ça se passe le recrutement? Bah, nous, on reçoit donc cette centaine de candidatures. Vous, parallèlement, vous allez m'écrire dans un formulaire vos demandes. Je vous propose souvent un petit call pour être sûr de comprendre, parce qu'on a deux grands types de jobs, hein. C'est très caricatural. Ce que je vais appeler l'assistant concepteur, il y a déjà une équipe et vous voulez des bras en plus parce qu'il faut produire et que vous manquez de temps. Et l'intrapreneur, où là, il n'y a pas d'équipe, il y a tout à créer, personne ne maîtrise le sujet, et il faut tout faire du début à la fin. Clairement, nous, les profils qu'on attire, je vous l'ai dit, ils ont quand même 10 ans d'expérience professionnelle, mais s'ils arrivent chez nous, c'est qu'il y a eu une difficulté pro-perso dans les 3 dernières années, et une envie de complètement changer. Donc souvent, ils manquent de confiance en eux quand ils arrivent chez nous. C'est notre premier boulot, c'est de leur redonner confiance en eux, leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses incroyables. Mais il y a certains profils que je ne vous présenterai pas si vous avez une recherche de quelqu'un de très intrapreneur, très autonome, et inversement, si vous recherchez plutôt quelqu'un qui est exécutant, que je vous enverrai pas non plus. D'où j'ai besoin de bien comprendre votre modèle de management pour vous présenter le candidat qui correspond le mieux. Sachant que pour vous comme pour eux, eux, je leur présenterai que 3 entreprises parmi celles qui m'ont contacté. Dans l'idée, j'ai toujours plus d'entreprises que de places. J'ai toujours 25 à 30 entreprises pour une vingtaine de places. Et afin de trouver vraiment celle qui convient. Si je vous envoie qu'un étudiant, c'est que j'en ai qu'un qui convient en termes de localisation, en termes de projet et de mission, et que c'est celui qui est le plus motivé. Parce que on leur demande à eux d'abord s'ils sont vraiment intéressés par la mission. S'ils nous disent oui, on vous les met en relation. Et c'est eux qui vous contactent. Enfin, on vous demande d'abord à vous si vous êtes d'accord de le rencontrer sur le papier. Et si oui, c'est lui qui vous contacte pour passer vos entretiens. Mais si 3 boîtes nous disent non, ça colle pas, on n'en veut pas, bah, on ne lui présente pas d'autres entreprises. C'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu nous, quelque chose qui ne colle pas, et ça arrive. Après, il peut chercher par lui-même, mais nous, on ne le poussera plus. Et inversement, si moi je vous envoie 3 étudiants et qu'au bout des 3, vous me dites toujours non, ça colle pas, c'est soit que vous êtes beaucoup trop exigeant, soit j'ai rien compris à ce que vous m'avez demandé, soit il y a un truc qui ne va pas non plus. Et je ne veux pas vous faire perdre de temps, ni à vous, ni à eux. Comme je vous l'ai dit, ils manquent de confiance en eux. Le but, c'est pas de renforcer ce manque de confiance en les envoyant vers des boîtes qui de toute façon diront non. Mais une fois qu'ils vous rencontrent, vous faites vos entretiens, votre circuit traditionnel, votre petit test, si un petit test, vos échanges avec 3 collaborateurs, s'il faut qu'ils rencontrent 3 collaborateurs. Ce que je vous demande juste, c'est à la fin de me dire assez vite go, no go. Si c'est no go, juste me l'expliquer un peu pour que je trouve quelqu'un d'autre. Et go, on part en CERFA et convention et on avance. Combien ça coûte pour que je vous trouve quelqu'un? Cette partie-là, elle est gratuite. Nous, on fait donc je dis, on a pas mal de tests. On a notamment un test de personnalité qu'on fait avec Trimoji. On vous envoie les rapports de ce test de personnalité et le profil LinkedIn pour que vous voyez à peu près d'où la personne vient. On ne leur demande pas de CV. Si vous voulez vraiment un CV, demandez-leur à eux. Mais nous, on n'exige pas ça chez nous. Ensuite, on essaie de vous trouver les meilleurs candidats par rapport à votre besoin. Et on vous présente 1 à 3 candidats, ou un peu plus, s'il y a des... parce que parfois, attention, il y a un truc important à savoir, c'est qu'eux, ils sont stressés, ils veulent aussi signer quelque chose, et souvent, je leur présente aussi plusieurs boîtes. Donc, si vous avez un méga coup de cœur, dites-lui vite, parce que ça m'est arrivé qu'une boîte m'engueule, ouais, Sylvain, j'ai rencontré 2 semaines, Karl, il était extraordinaire, mais il m'a dit qu'il allait signer autre chose, pourquoi tu as présenté à quelqu'un d'autre? Ouais, mais ça fait 2 semaines que tu l'as rencontré, il fallait lui dire plus tôt, en fait, que tu le voulais, et dans ce cas, j'aurais pas présenté à quelqu'un d'autre. Eux aussi, hein, n'oubliez pas qu'eux, ils font un choix de vie un peu fort, c'est un investissement costaud de dire on repart à zéro pendant un an, alors qu'ils ont une vie de famille, qu'ils ont une vie déjà qui est lancée, et que un an, quand on a 30 ans, ben, on peut pas les perdre. Donc en fait, ils sont à fond, ils sont super motivés, ça c'est extraordinaire, on n'a pas 5 minutes de retard, on n'a pas une demi-journée d'absence. Une fois qu'ils ont fait ce choix-là, en plus ils sont fiables, fidèles, enfin c'est vraiment des salariés parfaits selon les employeurs, mais montrez-leur que vous êtes vraiment motivés vous aussi et que vous avez vraiment envie de bosser avec eux. Combien ça coûte après pour la formation? La formation coûte 9 200 €, soit 20 € de l'heure, et c'est pris en charge entre 50% et 100% par votre OPCO. Chaque OPCO a des tarifs différents, c'est entre 9,15 € le minimum et 20 € de prise en charge. Ça peut dépendre du conseiller, de son humeur du jour, ça peut dépendre du candidat aussi en fonction de son profil, ça peut dépendre de vous et de votre relation avec votre OPCO. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment vous garantir de ce qui est pris en charge ou pas. Mais voilà, je vous donne l'info. Euh, Combien ils sont payés? En moyenne, à savoir que comme ils ont 10 ans d'expérience professionnelle et qu'ils ont déjà fait des choses avant,
ils sont pas tous au SMIC. Le SMIC, c'est un minimum. Alors, le SMIC, de toute façon, c'est le minimum pour eux, parce qu'ils ont plus de 26 ans, mais ça reste un minimum légal. Vous pouvez payer un peu au-dessus. On a dans chaque promo, du coup, entre 21 000 euros brut annuel, qui est le SMIC, et je crois que le record, c'est à Paris, ils ont quelqu'un qui était à 42 000 euros en alternance, ce qui est un peu fou. À Lyon, je crois que mon record, c'est 32 ou 34 en alternance sur un gros profil, et la boîte voulait absolument cette personne-là. Mais voilà, on est en moyenne autour de 25 000 euros brut pendant l'année d'alternance. Et les dernières stats, toutes fraîches, on a fait une étude auprès de nos anciens de la promo 4 qui sont sortis il y a plus de 6 mois, ils sont sortis en avril, donc il y a tout juste 6 mois. Ils sont en moyenne à 36 000 euros bruts après l'année d'alternance en CDI. Pour vous donner quelques idées de chiffres. Je vous remets le formulaire à compléter, mais de toute façon, je vais vous le renvoyer par mail. Nous, on commence à traiter les candidatures qu'on a reçues, là, la quarantaine de candidatures reçues, à partir du 15 décembre. On va arriver à une centaine de candidatures d'ici le 19 février. Et c'est comme ça qu'on va identifier nos 30-35 candidats présélectionnés qu'on vous présente. Je vous rappelle le modèle. Vous me remplissez le formulaire de candidature. Et moi, dès que je trouve un candidat qui correspond à ce que vous recherchez, je vous envoie, enfin, je lui demande d'abord s'il est intéressé par votre structure. Si oui, je vous envoie son profil de personnalité qu'on a testé avec Trimoji et le profil LinkedIn. Vous me dites sur le papier, je veux bien le rencontrer ou pas. Si c'est pas, bah, vous m'expliquez un peu pourquoi. Si c'est OK, je vous donne vos coordonnées pour que ce soit lui qui vous appelle. Vous faites vos entretiens. Et à la fin, vous me dites go no go. Voilà comment ça se passe. L'objectif, c'est qu'on ait tout signé 3 jours avant le début de la formation. C'est vraiment l'ultra deadline final. Dans les faits, il faut savoir qu'il faut avoir envoyé tous les documents à votre OPCO jusqu'à 5 jours après le démarrage. Mais je préfère que ce soit signé comme bien avant, parce que c'est stressant pour eux, pour nous, de ne pas savoir qui démarre et tout. Il faut qu'on prépare un peu la rentrée aussi, pour qu'ils arrivent dans de bonnes conditions. Pareil, si on a 20 vraiment, ça nous arrivait une fois, je crois, d'arriver à 25. On a 25 places. On n'en prend pas un de plus, parce qu'après, on ne peut pas agrandir les murs et on ne peut pas leur proposer des conditions de formation optimales. Donc plus vous arrivez tard, plus il y a un risque que la formation soit complètement pleine et qu'on ne puisse pas accueillir non plus une personne de plus. Mais on peut toujours trouver des solutions. Mais bon. Il y aura un replay, William, ouais, si tu n'entends rien, désolé. Avez-vous des questions? J'arrive à la fin de ma présentation. 35 minutes, on est pas mal. Je suis un peu en avance. Est-ce que Mathilde a des questions par rapport à ce que j'ai présenté? Damien et Estelle aussi. Non, Est-ce que tout c'était est clair? clair. Tout était clair. Cool. Estelle? Moi, j'ai commencé à regarder sur mon OPCO, effectivement, sur la prise en charge du coût pédagogique. Apparemment, c'est lié au titre. Et C'est donc, quoi votre OPCO? c'est Atlas. Ouais, bah, c'est eux qui prennent entre 10 euros de l'heure et 20. J'ai déjà eu du 20. Mais c'est toujours pris en charge par Atlas. J'ai des Oui, jurisprudences dans tous les OPCO sans titre, hein. d'accord. Bon, c'est ce que j'ai commencé à voir, mais du coup, je voulais voir peut-être si je le retrouvais. Et apparemment, c'est en fonction du titre de la formation exact. Donc, si éventuellement je peux avoir le titre de la formation, je pourrais sûrement estimer cette partie-là. Bah, je vous enverrai de Et- son, ce qui a été pris en charge là, sur la dernière promo par Atlas. Je vous enverrai 2 exemples. Je vous dis un qui a été pris en charge à 10 euros, l'autre à 20. D'accord, ok. Je vous envoie 2 exemples. Comme ça, vous avez même le nom des conseillers dessus et vous pourrez regarder. Ok, entendu, parfait. Et moi, après, enfin, moi, pour moi, ça sera pas la promo de février. Je pense que ça sera plus mai ou septembre. Ok, Donc, je suis largement en avance sur le besoin, quoi. très bien. Très clair. Sachant que du coup, ceux qui démarrent le 19 février n'arrivent chez vous qu'autour du 20 mars, si je dis pas de bêtises. Je vérifie en live. Hop. Ça doit être le 18 mars chez vous, parce que du coup, ils font les 5 premières semaines à l'école. D'accord. 1, 2, Ça me 3, 4, 5, paraît, non, 25 mars. ouais, Voilà. ça me paraît quand même tôt. Oui, Donc, oui, bien à sûr, voir, il faut non, que j'y réfléchisse, mais on se recontactera. Mais pour l'instant, ça me paraît tôt pour moi. mais en tout cas, pour les autres, pour les prévenir qu'ils n'arrivent pas. Ils sont salariés chez vous dès le 19 février, mais ils n'arrivent dans votre entreprise que le 25 mars, le temps d'avoir ces 5 semaines initiales. Voilà. C'est juste pour vous rappeler ça. Merci. Bah, si c'est bon pour tout le monde, moi je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tous. J'envoie le replay à tout le monde parce qu'on était une quinzaine d'inscrits. Et bah, pensez à me remplir le formulaire de recrutement. Dans tous les cas, dans le formulaire, vous pouvez déjà dire que c'est plutôt pour la promo de mai.
si c'est celle-ci qui vous intéresse. J'ai pas dû mettre septembre dedans, mais mettez-moi celle de mai et je vous rappellerai et on pourra décaler à ce moment-là. Et n'hésitez pas à me contacter, je vous remets mes coordonnées dans l'email, toutes les infos, s'il y a des questions précises que vous avez posées là, je suis joignable. Et autre chose que j'ai pas dit, on essaie d'être très proche de vous hein, pour que la formation corresponde aussi à vos besoins. Et on a pas mal de moments dans l'année pour faire un point justement sur comment ça se passe et si tout va bien. On essaie d'être très proche des deux côtés, employeur et apprenant. En moyenne, à la fin de notre formation, il y a 70-75% de nos étudiants qui sont gardés par l'employeur. Les 25% restants trouvent assez facilement du boulot, puisque je vous ai dit taux d'employabilité. Mais parce que, et on a aussi beaucoup d'anciens employeurs qui réembauchent chez nous parce qu'on fait une vraie sélection de candidats et ce vrai travail de relation pour que tout se passe bien toute l'année. On n'est pas absent une fois que ça a démarré, au contraire. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée, presque un bon appétit et à bientôt. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.